Quelque chose se noua dans sa gorge. Il voulut dégrafer le col de sa chemise, ses doigts engourdis ne purent saisir le bouton. Il ne lutta pas, il laissa encore une fois retomber sa main. Sa bouche s'entr'ouvrit. « Ça va passer, il faut seulement... » Il fallait seulement se faire tout petit, céder, lâcher de la corde, fuir. Mais sa gorge se serra encore. Ses mains, ses bras, son corps tout entier se mit à trembler. « Ce n'est rien, il faut fuir, passer en dessous. » Tout en lui voulait que se courbât cette tête. « J'ai fui toute ma vie. » Mais soudain, il ne s'y attendait pas, survinrent des larmes. Il sentit leur présence avant même d'avoir compris qu'elles allaient jaillir. Elles coulèrent par-dessous les paupières closes, mouillèrent ses joues. Il y avait combien d'années qu'il n'avait pas pleuré. Il n'avait plus l'habitude. Il laissa couler ses larmes avec confiance, mais elles devinrent vite amères et s'accompagnèrent de petits gémissements qui le surprirent lui-même, qu'il ne reconnut pas d'abord, au point qu'un instant il eut l'hallucinante pensée que ces gémissements ne venaient pas de lui, mais d'un autre, d'un blessé qui serait entré dans la pièce, de Maïa peut-être, ou d'Amédée. Mais il n'y avait personne. Dans la cuisine à côté, Amédée et Maïa continuaient de parler sans s'occuper de lui. « C'est moi qui sanglote. » Les sanglots redoublèrent. « Il ne faut pas. Je ne veux pas. » L'idée qu'ils allaient entendre et venir le fit ouvrir les yeux et se dresser. « Pour rien au monde. Qu'il ne voie pas, qu'il ne sache pas. Pas maintenant. » Il savait bien qu'il se trahirait un jour, que quelque chose un jour en lui révélerait tout. Mais pas maintenant. La question que Maïa pût être jalouse ne se posait assurément pas, mais qu'elle pût venir, voir et questionner, c'était une pensée à faire frémir. Les yeux pleins d'eau, grands ouverts, il resta assis, se répétant à lui-même « Je ne veux pas ». Et d'un coup il s'effondra, saisit à pleine main un coussin et s'y enfouit le visage. Il put alors se livrer tout entier aux sanglots. Son dos immense s'agitait dans la pénombre comme la carapace d'une tortue gigantesque, et autour de lui les petits chiens grognaient, voulaient de la gueule et des pattes lui arracher le coussin. Sans doute, à côté, crurent-ils qu'il jouait avec eux. Il redoutait le côté immonde de la douleur, vomir. Il avait peur de vomir, peur de devoir appeler à l'aide et que Maïa se moquât de lui, comme une fois lointaine où il s'était mis à larmoyer devant elle avec des mots et des trépignements d'enfant. Il ne se souvenait plus pourquoi. Il savait seulement qu'il avait été capable de cette comédie. Étrange. Mais rien n'était séparable, et la comédie de la douleur, c'était encore une douleur. Mais cette fois, non, il n'y aurait pas de comédie. Ça augmente. Sa main trembla si fort que la lettre, cette fois, lui échappa tout à fait et glissa sous le divan. Il sentit que le plus dur allait venir, et il se prépara, raidissant son corps tout entier, comme un athlète. Attendre, et surtout tenir les yeux fermés. Peut-être n'éprouvait-on rien de plus cruel au moment de se donner ou de recevoir la mort. Et se donner la mort, après tout, c'était peut-être plus facile, se jeter sous un train, par exemple, en serrant les dents, ou nager vers le large comme avait fait Turnier. Mais même cette pensée, c'est à peine s'il se la formula, et bientôt il ne se formula plus rien du tout. Il n'avait plus besoin du langage, à moins que les cris en soient un, mais il étouffait les siens. Sur son divan, il était muet, lourd comme une pierre, et lentement il enfonçait ses ongles dans la peau de bique. Toute pensée en lui s'était fondue en un noyau de lumière éblouissante, étouffante, sans compensation. Peu importait maintenant le pourquoi. Pouvait-on même comprendre d'où un pareil moment était né ? Qu'il eût quelque part sa réponse compensatrice ? Comment pouvait-on l'espérer ? Non, rien. La mort dont il ne voulait pas. Mais ce ne fut pas encore la mort. Bientôt ses mains crispées s'ouvrirent et cessèrent de trembler. Il respira profondément et une sorte de vague sourire se dessina sur son visage. Il fit alors un petit geste du bras comme un dormeur qui se réveille et les petites bêtes remuèrent. Il les flatta, elles battirent de la queue. Mireille lui lécha la main.
Dans la pénombre, seul le cadran du réveil étincelait. Cripure chercha sur son divan une position commode. Il n'y avait plus rien en lui qu'une grande lassitude, sans pensée, sans rêve, sans rien, sauf la conscience de ne plus tellement souffrir. Il se leva enfin avec les gestes gauches et pesants d'un homme qui vient d'accomplir un travail qui l'a brisé. Il endossa la requimpette et s'avança en titubant jusqu'à la porte vitrée. Elle était entr'ouverte, il la poussa. Dans la cuisine, ils ne bougèrent pas. Maya était assise auprès d'Amédée qui baissait la tête. Ils ne disaient rien, ni l'un ni l'autre. Au cantonnement, le chanteur mélancolique s'était tu, et le chœur avait repris. Bien qu'il ne vît pas le visage d'Amédée, Cripure devina qu'il pleurait. Il recula sans bruit vers la porte, mais pas assez vite cependant qu'il n'entendit « Ça m'emmerde, ça m'emmerde, ça m'emmerde !» « Mais quoi, mon pauvre Amédée, qu'est-ce qui t'emmerde ?» demanda Maya. « Ça m'emmerde de la laisser. »« Qui, ta mère ?»« Mais qui que vous voudriez que ça soit ?» répondit Amédée en levant la tête. Cripure secoua la poignée de la porte, fit celui qui entrait seulement, mais tourna la tête. Amédée, pour cacher son visage, fit semblant de rattacher le cordon de son soulier, essuyant tant bien que mal ses yeux sur le drap de son genou. « Et te v'là !» dit Maya. « Viens trinquer, ça va être l'heure de partir. » Il reprit sa place à table. « Trinquons, dit-il. Ils trinquèrent, burent à la santé d'Amédée, à la fin de cette vache de guerre, et ils mangèrent du gâteau que Maya avait préparé elle-même, un 4/4 doré à point. Maya trempait son gâteau dans son verre, le portait à sa bouche et suçait, mais ne mordait pas. Cela faisait entre ses lèvres un irritant gargouillis. Mais elle ne savait pas faire autrement, et il n'y avait jamais eu d'adieu sans 4/4. Une habitude qui devait venir de loin, de son enfance peut-être, en tout cas de son premier mariage, puisqu'elle a eu un premier mari. Pourquoi pensait-il à cela ? À cause du gâteau, sans doute, qui avait dû tenir une grande place, les dimanches et les jours de fête, dans ce petit ménage d'ouvriers. Il considéra Maya à la dérobée. La bouche de la Goton s'ouvrait pour engouffrer le gâteau, un peu de vin coulait de ses lèvres. Est-ce qu'elle pense à lui, quelquefois ? Pourquoi non ? Pourquoi pas comme moi à Toinette ? Tout, depuis un instant, se passait comme dans une brume. Il ne songea même pas à s'étonner de cette retraite en lui, de la douleur. Il ne souffrait presque plus. « En veux-tu encore un petit peu ?» C'était Maya qui lui offrait du rabiot de 4/4. Il en reprit. Elle fut ravie qu'il trouvât ça tellement bon. Elle en offrit aussi à Amédée. « T'en auras pas dit pareil, là où est-ce que tu vas ?» Pourquoi dire ça ? Pensa Cripure. C'était triste de les voir tous deux manger ce petit bout de gâteau. Eh bien, et moi-même ? Quand le premier mari de Maya était mort, le voisinage avait beaucoup plaisanté. On n'arrivait pas à le mettre en bière, disait-on, à cause des cornes qui ne voulaient pas entrer dans la caisse. Quelle plaisanterie ferait-on quand il mourrait à son tour ? Mais surtout, quelle bassesse avait entouré la mort de Toinette ? Il se leva brusquement, porta la main à sa bouche comme un homme qui avale de travers. Un instant. Il se réfugia dans son bureau, tira derrière lui la porte, et s'agrippant à un coin de la bibliothèque, il ferma les yeux, ne bougea plus. Je n'étais pas là. Combien de temps resta-t-il ainsi ? Il ne releva le front qu'en l'entendant remuer à côté. Ils avaient fini de manger et de boire. C'était l'heure de partir. Continuons. Et pour donner le change au cas où Maya ou l'autre entrerait, il se posta devant la glace et fit semblant d'arranger sa cravate.